Bonjour Mohamed Meshmash. Bonjour Pablo. Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors vous êtes le cofondateur et le porte-parole d'As et le Feu, un collectif qui a pour objectif d'établir un dialogue entre les habitants et les institutions, les habitants de banlieue et les institutions, et aussi président de la coordination des Pass en nous. Alors si on vous a invité, c'est pour parler des mesures annoncées par Édouard Philippe, le Premier ministre pour la Seine-Saint-Denis. Mais d'abord, j'ai envie de faire un petit crochet par les Yvelines, par Chanteloup-les-Vignes plus précisément, où plusieurs personnes ont mis le feu à un établissement culturel. Selon vous, de quoi cet événement, de quoi Chanteloup-les-Vignes est-il le nom? Écoutez, ce qui se passe à Chanteloup-les-Vignes, comme il s'est passé des situations pratiquement similaires dans différentes parties de villes d'Île-de-France, je crois qu'on est sur une forme de surenchère par le biais des réseaux sociaux, où on se lance des défis, chose qui existait déjà à l'époque où, rappelez-vous, au mois de juillet, pendant le 14 juillet ou le premier jour de l'an, c'était à qui brûlait le plus de voitures. Et qu'on était sur le nombre et le chiffre qui faisait mieux. Donc on est aussi sur une forme de phénomène qui nous rappelle celui-là. Après, je pense que le problème, il est beaucoup plus profond. Le malaise, il est beaucoup plus profond. Et que s'arrêter juste à ça, ça serait ne pas chercher à comprendre comment on était arrivé là, quoi, je veux dire. Donc il est important, honnêtement, d'analyser l'ensemble de ces situations et de ne pas prendre ça non plus à la légère, quoi. D'après vous, c'est pas juste un problème de trafiquants de drogue, comme ça a été dit par beaucoup de commentateurs, de trafiquants de drogue qui voudraient défendre leur territoire? Non, mais là, encore une fois, c'est dingue qu'aujourd'hui, ceux qui n'y vivent pas, ceux qui sont moins experts, parce qu'ils n'ont pas une approche de ce terrain, sont capables de nous apporter des analyses assis sur leur fauteuil. Faut savoir que ceux qui gangrènent ce trafic, ils ont tout intérêt à ce que ça ne bouge pas et que ça ne fasse pas de bruit et qu'il n'y ait pas une grosse présence policière pendant des jours et des jours parce que leur trafic s'arrêterait. Donc, moi, encore une fois, je vais séparer ces questions-là. Le trafic de drogue, il existe dans ces territoires, ça, on ne va pas le nier. Ce n'est pas la majorité, c'est une minorité hein, qui, malheureusement, font subir la double peine à ses habitants parce que c'est eux qui le vivent et ils le vivent très mal parce qu'ils vivent aussi dans ces territoires et du coup on aurait le sentiment que tout le monde est en accord avec ces trafiquants. Donc il y a ceux-là qui sont concernés qui clairement, eux, n'ont pas envie que leur business s'arrête. Des situations comme on est en train de voir à Chanteloup-les-Vignes ou à Sartreville, vous avez bien compris qu'il y aura, après ce qui s'est passé, il y aura énormément de forces policières qui seront présentes. Et donc ça viendrait là chambouler le trafic de drogue. Donc c'est pour ça que je dis, attention à ce qu'on est en train de nous expliquer ou à ce qu'on essaie de nous emmener sur une analyse qui serait peut-être pas la bonne, quoi. Alors on va retourner en Seine-Saint-Denis pour laquelle le Premier ministre, donc Édouard Philippe, a annoncé la semaine dernière une série de 23 mesures pour venir en aide au département le plus pauvre et un des plus inégalitaires de France. Alors par exemple, il propose 10 000 € de prime pour les fonctionnaires qui restent en poste dans le département plus de 5 ans, alors qu'aujourd'hui on est plutôt sur une moyenne de 2,7 ans en moyenne. Est-ce que ça peut changer la donne, par exemple, une mesure comme ça? Alors écoutez, une chose est certaine, c'est qu'on a pris conscience que ce département était le plus pauvre. Qu'en termes d'inégalité, comme laboratoire, il n'y a pas mieux. Je veux dire, donc tout est concentré. La pauvreté, le taux de chômage, le désenclavement et ainsi de suite. Donc, en termes d'éducation, en termes de sécurité, en termes de santé, en termes de bâtiments publics et de services publics, il y a un vrai déficit. Donc, il faut effectivement rééquilibrer pour que ce département soit tout simplement considéré comme un département à part entière, quoi, appartenant bien à la France. Voilà. Donc, il y a des mesures qui sont annoncées. On a dit, enfin, on va commencer à parler de l'humain. Parce qu'on a toujours parlé de ces quartiers, on dit on a mis beaucoup d'argent, que la politique de la ville, ce qu'elle a fait n'a servi à rien. Ils se trompent. La politique de la ville, elle est née parce qu'on trouvait qu'il y avait des inégalités et que c'était nécessaire. Donc il a fallu effectivement mettre de l'argent pour essayer de retrouver un certain équilibre. Parce que la balance, elle penche plus d'un côté que de l'autre. Malheureusement, ça n'a pas toujours fonctionné parce que l'argent a été aussi très mal fléché. Mais on n'a jamais parlé de la question humaine et sociale. On a parlé de l'urbain, donc il y a eu là une rénovation, chose qui est normale. Je pense que ces habitants, ils méritent aussi de pouvoir vivre dignement. Je pense que ces habitants, ils ont amorti 3 fois le prix de ces logements où ils vivent, dont ils ont été complètement dégradés et pas rénovés. Donc c'était juste normal. Maintenant, qu'on puisse y mettre les moyens pour que les plus expérimentés
restent sur ces territoires, je trouve ça une bonne chose. Mais pas que, parce qu'à côté de ça, il y a aussi plein d'acteurs locaux qui bossent. Il y a les commerçants aussi, ça c'est des acteurs locaux. Il y a besoin d'avoir des services de santé qui seront des acteurs locaux. Il y a besoin effectivement de renforcer le tissu associatif. Et ça, vous les avez vus dans les mesures annoncées par Édouard Philippe? Non, justement, je dis ce qu'il faudrait en plus rajouter dans le package. Et encore une fois, ça c'est pas juste faire une forme de saupoudrage. Il faut vraiment prendre le problème à la base et clairement dire une bonne fois pour toutes, on arrête l'hémorragie, puis on soigne correctement, quoi. Donc, pareil, ne pas fragiliser le tissu associatif, qui malheureusement s'est vu fragilisé. Pour moi, une des erreurs fondamentales, ça a été de supprimer les emplois aidés. Voilà, ça c'est quelque chose qui clairement pénalise, parce que la présence humaine, le lien, le dialogue social, se faire ensemble pour mieux vivre ensemble, c'est parce que c'est généré aussi par des petites associations qui continuent à être le dernier rempart, je veux dire, à ce qu'on disait tout à l'heure, comment on peut lutter aussi contre le trafic de drogue. C'est aussi à remettre de la présence humaine. Donc c'était pour moi, c'est nécessaire, ouais. Alors, une des mesures aussi annoncées par Édouard Philippe, c'est la création de 150 postes de policiers en plus. Ça, vous considérez vraiment que ça... Est-ce que vous pensez que ça peut aider la Seine-Saint-Denis d'avoir des policiers en plus? Surtout le département, je veux dire, je pense que c'est pas nécessaire. Après, quelle police on veut? Est-ce qu'on veut une police qui soit un peu plus proche de ses habitants ou on veut une police qui est plus répressive qu'autre chose? Parce que quand j'entends tout le monde, on a le sentiment que c'est la répression qui va tout régler. Ça fait des années que j'entends la question de la répression. Est-ce que les choses se sont réglées pour autant? On parle très peu de tout ce qui concerne un peu la prévention et essayer, comme je vous disais tout à l'heure, de remettre de l'humain pour pouvoir effectivement mieux comprendre les choses, mieux arrêter quand ce genre de phénomène comme c'est passé à Chanteloup-les-Vignes ou ainsi de suite. Dès que vous avez de la présence humaine dans la rue, ainsi de suite, vous avez comme des prémices de choses qui puissent être relayées. Et puis peut-être que vous pouvez arrêter aussi ce genre d'événements qui se sont passés à Chanteloup-les-Vignes. Donc là-dessus, il faut absolument qu'on revoie aussi cette copie de ce côté-là, quoi. Alors, vous l'avez dit tout à l'heure, une des grosses problématiques de la Seine-Saint-Denis, c'est aussi le logement, le bâti urbain, et notamment la lutte contre les logements indignes. On parle de plus de 10% de logements insalubres en Seine-Saint-Denis. Là, on débloque 10 millions d'euros. C'est ridicule. C'est pas énorme non plus. Qu'est-ce qu'on va faire avec les 10 millions d'euros? Quand on voit l'état des logements, du patrimoine locatif que les bailleurs ont, c'est déplorable. Et on sait très bien qu'aujourd'hui, on a besoin de logements. Et on a besoin de logements sociaux. Quel bilan vous tirez de l'action de l'ANRU, de l'Agence nationale de la rénovation urbaine? Elle a failli? Non, elle n'a pas failli. C'était nécessaire. Ce que je dis, c'est pas un cadeau qu'on a fait à ses habitants. C'est juste normal. Quand on parle de zone de non-droit, c'était de les laisser vivre dans des conditions inacceptables, avec des bailleurs qui jouent pas le jeu, certains bailleurs qui ne jouent pas le jeu, parce qu'on va pas généraliser non plus, des copropriétés qui clairement sont dégradées parce qu'il y a des marchands de sommeil. On peut pas. Ce que je veux dire, c'est qu'il y a des gens qui vivent depuis 30 ans dans ces mêmes logements. Ils ont payé 3 fois le prix de ce logement. Donc je pense que c'était nécessaire qu'on puisse effectivement rénover. Mais on n'a pas du tout traité la question humaine et sociale qui va avec, en se disant que parce qu'on va refaire un bâti, les choses iront mieux. Non, les gens qui vivent là ont toujours les mêmes problèmes. C'est-à-dire que chômage énorme, taux de chômage énorme, quartier enclavé où il n'y a peut-être pas de mobilité, donc il n'y aura pas d'autonomie, pas de maison de santé, pas d'espace où la culture devrait être un moyen d'émancipation pour s'ouvrir justement et permettre de véhiculer des valeurs de la citoyenneté et autres. Formation, école digne, et surtout, on nous avait vendu la mixité sociale. C'est juste un leurre en fait. On continue finalement à ce que, même si on crée ces rénovations urbaines, tant qu'on n'aura pas les écoles qui vont avec, tant qu'on n'aura pas les maisons de santé qui vont avec, tant qu'on n'aura pas la possibilité d'avoir la possibilité de circuler par les transports qui sont adéquats, personne ne voudra venir vivre ici dans ces territoires, sachant que là où ils ont tout ce qu'il faut. Donc, ça a été un leurre par contre. Puis après, ça se termine et ça se traduit par une forme où on nous pointe du doigt comme en disant, de toute façon, c'est des quartiers communautaires. Mais j'ai juste envie de dire, excusez-nous, on n'a pas décidé tous de venir habiter là, quoi. C'est pas nous qui avons décidé dans les commissions d'attribution de nous loger ou de nous parquer maintenant par origine, quoi. Donc,
c'est bien des gens qui décident de prendre ces orientations, qui ont le pouvoir politique de prendre ces décisions, et c'est trop facile après de nous pointer du doigt comme si on était le réservoir de coupables. Donc à un moment ou à un autre, arrêtons d'être dans le déni pour ces responsables politiques et qu'ils assument, en gros, les dommages collatéraux qu'on est en train de vivre actuellement, quoi. Alors, vous l'avez dit tout à l'heure, il y a une prise de conscience, en fait, de la part des politiques, et là, en l'occurrence, de l'exécutif, que la Seine-Saint-Denis est un territoire particulièrement pauvre, particulièrement inégalitaire et particulièrement enclavé. Parce que des élus de ces départements, gauche et droite confondus, se sont mobilisés aussi pour pouvoir interpeller. Mais pour autant, vous dites que c'est pas suffisant. Et quand c'était le précédent gouvernement, le gouvernement socialiste de François Hollande, c'était pas non plus très efficace. Mais d'où vient le blocage? Qui bloque? C'est pareil en fait. En gros, si on regarde bien sur ces 30 dernières années, on a eu la droite comme la gauche qui était au pouvoir. À partir de là, si on regarde ces territoires par une petite lucarne et qu'on ne se dit pas que ces territoires sont des territoires qui appartiennent à la France, et qu'on les considère comme si c'était des territoires, et notamment leurs habitants comme des citoyens à part, et pas des citoyens à part entière, c'est sûr qu'à un moment ou à un autre, on ne cherche pas à essayer de rattraper ce décalage. J'ai juste envie de vous dire qu'il y a des départements ici, vous allez dans le 92, parce qu'effectivement, il y a des grandes entreprises qui sont installées, parce qu'il y a des grandes banques qui sont installées, ce département va très bien, lui. Contrairement au nôtre, qui clairement, au contraire, on est quand même un département où la jeunesse est énorme, où il y a énormément de talent, où on pourrait développer de l'emploi. Regardez, en 2024, il va y avoir des Jeux Olympiques, mais c'est pareil. Il ne faudrait pas que ces Jeux Olympiques servent que aux entreprises du CAC 40. Il faudrait que ces chantiers et ces Jeux Olympiques, dans tout ce qui va se faire, servent surtout à ceux qui aujourd'hui sont des artisans dans ces quartiers, sont des entrepreneurs dans ces quartiers, qui puissent eux aussi bénéficier justement de ce qui va se passer, de cette transformation. Et aujourd'hui, par exemple, sur les Jeux Olympiques, vous trouvez que ça en prend le chemin? Vous trouvez qu'on va vers ça, vers une intégration plus forte des territoires? En tout cas, moi, c'est le souhait qu'on fait. Nous, on milite pour ça, pour dire encore une fois que les quartiers populaires ne seront pas spectateurs. Nous, on travaille sur un projet qui s'appelle « Nos quartiers ont la flamme pour les Jeux Olympiques ». Ça veut dire qu'en gros, nous, on va être acteurs et auteurs. On ne veut pas juste être spectateurs. Nous, notre participation, ça ne sera pas juste de venir emmener des gamins remplir des stades. Ce qu'on veut, c'est qu'à partir de là, on prenne part sur tout le reste, c'est-à-dire sur l'aspect citoyenneté, sur l'aspect de l'entrepreneuriat, sur l'aspect de la formation, sur l'aspect de la construction. C'est là-dessus on veut tous être acteurs. Mais vous êtes entendu par le gouvernement, par les entreprises de BTP, etc. Écoutez, on essaye de se faire entendre, j'ose espérer, parce que en gros, ce qu'il faut se dire, c'est que tous ceux qui aujourd'hui ont vu par le passé, comme la rénovation urbaine qui s'est faite dans leur territoire, ou est-ce qu'eux étaient entrepreneurs du bâtiment et à qui on leur a dit, bah, tu vois là, il y a des grues qui se montent, mais tu n'auras aucune part de chantier. Ceux-là ne seront plus spectateurs. Et si vous regardez bien, dans la rénovation urbaine, il y a eu beaucoup de chantiers bloqués parce que des jeunes réclamaient simplement de pouvoir travailler et on ne les a pas pris. Donc ceux qui pensent faire des économies en prenant des grosses sociétés se trompent parce que quand ces chantiers seront bloqués, et je ne crie pas au loup, hein, je parle de choses qui se sont faites, ça leur coûtera plus cher en termes de pénalité que d'avoir travaillé effectivement avec ces acteurs qui sont là et qui ne demandent qu'une chose, c'est de bosser. Et s'ils ont des parts de chantier, des parts de clauses de travail, ils seront en capacité d'embaucher des jeunes et de les former. Et leur intérêt, c'est de les garder le plus longtemps possible, quoi. Alors, dimanche 10 novembre aura lieu une marche contre l'islamophobie. Est-ce que vous y participerez? Et surtout, qu'est-ce que vous inspire le climat actuel de défiance vis-à-vis des musulmans, mais surtout d'ailleurs vis-à-vis des musulmanes qui est porté par une large partie du spectre politique qui va de l'extrême droite en passant par la droite, le gouvernement et même une partie de la gauche? Écoutez, ça devient très dangereux. On va sur une pente glissante et personne n'en sortira indemne. Donc, faut qu'on arrête aussi cette hémorragie. Faut qu'on arrête un petit peu, effectivement, de voir le mal partout, en expliquant qu'aujourd'hui, le musulman serait l'ennemi de l'intérieur. Ceux qui, clairement, essaient d'appeler à la haine et à la violence, c'est tout le monde qui la subira si demain les choses venaient à se réaliser. Et c'est pas notre souhait. Donc, moi, je dis juste stop
à ce racisme. Stop je ne vais pas hiérarchiser l'ensemble du racisme. Je parle de racisme en tout. Là, il y en a un qui est bien précis et il ne faut pas avoir peur de le nommer. C'est une forme d'islamophobie bien ancrée qui clairement pointe du doigt, cherche des coupables sur tous les sujets. Et même quand on n'est pas concerné, on finit par nous concerner et de nous pointer du doigt. Il faut que ça cesse. Donc moi, j'aimerais qu'en fait, ce sujet-là, il ne soit pas porté que par des musulmans. Il soit porté par toute l'opinion publique qui clairement démontre bien que la France n'est pas raciste. Que la France, au contraire, demande qu'une chose, c'est de pouvoir vivre et mieux vivre ensemble. Que la France a une histoire. Que la France ne doit pas oublier que le vivre ensemble, il fut un temps où il y a des gens qui sont morts ensemble par le sang, quand il a fallu défendre cette France. Personne n'a regardé à l'époque la couleur de la peau, ni l'origine, ni si leur religion. On était fiers d'avoir des tirailleurs sénégalais, maghrébins, qui étaient dans les rangs de cette armée française pour libérer cette France. Il ne faudrait surtout pas qu'on l'oublie. Et puis maintenant, on voudrait porter le préjudice à leurs enfants comme s'ils étaient coupables de tout ce qui est en train de se passer. Eh bien non, il faut dire non. Donc j'appelle en gros à l'ensemble de l'opinion publique à venir se manifester. Il y a eu une première étape le 27 où il y a eu un appel. Il y en a un deuxième le 10. Tout ce que je ne voudrais pas, c'est que cet appel finisse par une forme de récupération politique ou des enjeux politiques à l'intérieur de certains groupes politiques feraient en sorte qu'on vienne noyer le message. Donc oui, pour l'appel. Simplement que les responsables politiques soient en soutien et pas devant. Que ces responsables politiques osent et n'aient plus peur d'affirmer clairement et de dénoncer les mots par les mots qu'il faut. Et ça, c'est important aussi. Et pas simplement le contourner. Que cette gauche qui est absente depuis très longtemps, qui n'a pas été à la hauteur de ces sujets-là, ait au moins le courage. Je veux dire, voilà. Donc, c'est pour la cohérence et pour l'union nationale que la France doit aujourd'hui réaliser et avoir conscience que si on n'est pas soudés, si on ne fait pas ensemble ces choses-là, malheureusement, on risque de vivre ce que je vous disais tout à l'heure, c'est ces dommages collatéraux. Et croyez-moi qu'on les a déjà très mal vécus par rapport à tout ce qu'on a connu ces derniers temps. Et je ne pense pas qu'il faudrait continuer à mettre de l'huile sur le feu, quoi. Alors j'ai une dernière question, Mohamed Meshmash. On est ici à Clichy-sous-Bois et c'est bientôt les élections municipales. Et j'avais envie de vous demander ce que vous pensiez du fait que Olivier Klein, l'actuel maire de Clichy, qui est un maire socialiste, membre du Parti socialiste, et qui est l'héritier de Claude Dillain dont vous avez été proche, reçoive aujourd'hui l'étiquette En Marche. Qu'est-ce que ça veut dire en fait des élus en fait de ces territoires ? Alors moi je ne suis pas l'avocat d'Olivier Klein, mais je vais juste vous dire qu'en gros, il n'a pas reçu l'étiquette d'En Marche. Je pense que là aussi, de ce que j'ai pu comprendre, c'est qu'il y a aussi des règlements internes avec le Parti socialiste au niveau du département. Donc voilà, en gros, Olivier Klein l'a dit dans un communiqué, il ne demande pas du tout l'investiture à La République En Marche. C'est que La République En Marche, je crois, s'est empressé effectivement de tout simplement lui coller cette étiquette. Après, en fait, c'est aussi à lui d'apporter ses explications. Ce n'est pas à moi. En tout cas, moi, je dis que cette question est beaucoup plus est à creuser. Parce que c'est pareil, je crois qu'il y a aussi dans des composantes politiques des règlements de compte en interne. Et donc il ne faudrait surtout pas à un moment ou à un autre prendre en otage non plus ses habitants. Il faudrait plutôt parler du bilan de cette majorité, s'il est positif ou négatif, pour savoir si effectivement M. Klein sera légitime à se représenter ou pas en tant que maire de la ville de Clichy, quoi. Merci beaucoup, Mme Meshmash. Merci à vous, Pablo.